Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trends Talk, le dernier de l'année. Une année qui a été particulièrement animée avec des défis importants et 2025 s'annonce également à ce titre passionnante. Pour parler de tout ça, on reçoit une référence, Roland Gillet. Vous êtes à la fois professeur d'économie financière à la Sorbonne à Paris plein temps, vous êtes aussi un peu à l'ULB Solvay. Vous êtes consultant, expert, écoutez des grands de ce monde, donc vous avez un regard avisé sur tout ce dont on va parler. On va commencer par peut-être un mot sur les perspectives pour 2025. Alors on va rentrer en nuances après, mais globalement, on doit s'attendre à quoi sur le plan économique l'année prochaine ? Mais certainement beaucoup de volatilité parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, il y a de l'incertitude politique, bien entendu, il y a de l'incertitude économique, il y a l'incertitude des banques centrales, comment elles vont pouvoir agir, et il y a l'incertitude, évidemment, de la venue d'un acteur important, celui qui va diriger la plus grande force économique et financière au monde, les États-Unis, l'arrivée de Donald Trump. Et entre ce qu'il a dit et ce qu'il va faire, on sait qu'il y aura certainement des écarts. Donc, clairement, aujourd'hui, on a ça. Deuxième élément qu'on peut juste dresser au début, comme point important, c'est qu'en Europe, on est plutôt à la recherche d'avoir un peu plus de croissance et d'éviter une récession, alors qu'aux États-Unis maintenant, les chiffres qui tombent sont plutôt sur l'économie est solide. Elle est solide avant Trump, Trump n'est pas encore là. Elle est solide aussi au niveau de l'inflation, puisque l'inflation est encore beaucoup plus forte qu'ils ne le souhaiteraient. Et donc clairement, eux, ils sont plutôt, et même sur le marché de l'emploi, on voit que les chiffres sont plutôt bons, dans le fait qu'on leur annonçait un ralentissement fort de la croissance. Pour le moment, il n'en est rien. Elle tourne quand même autour de 3,3% sur le dernier mois. Et pour le moment, en Europe, on est plutôt... à 0,6, on est beaucoup plus bas, et avec une banque centrale qui est d'ailleurs beaucoup plus agressive dans ce qu'elle veut faire. Donc elle a baissé les taux d'intérêt. L'inflation n'est pas encore tout à fait sous contrôle, mais elle estime en tous les cas qu'elle annonce déjà beaucoup plus de baisse de taux. Qu'aux États-Unis, c'est le contraire. C'est de dire, on a baissé peu les taux, 0,5, 0,25, 0,25, et on s'attend, alors que les économistes auraient cru plus, à 2 baisses, c'est ce qu'a annoncé Powell dernièrement, de baisse de taux, et donc ils vont devoir vraiment regarder si l'économie en a vraiment besoin. Et l'arrivée de Donald Trump ajoute évidemment à l'autre incertitude. Dire, malgré tout, tous les foyers d'instabilité dont on parle, l'arrivée de Donald Trump, c'est un game changer, comme on dit, potentiellement. Tout à fait. Et il a une complexité supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui, il s'est associé, c'est lui qui l'a décidé, à des gens qui sont quand même des gens importants, qui vont d'ailleurs peut-être à certains moments lui faire à la fois du bien, mais à la fois du mal au niveau de l'image. Et donc, clairement, on va avoir... Musk, notamment. Mais oui, bien entendu, c'est lui que j'ai en tête. C'est des gens qui sont quand même des personnalités avec des caractéristiques très fortes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a d'autres images médiatiques. Bien entendu. Et donc, clairement, on va voir ce qu'il va faire. Mais on sait, en tous les cas par le passé, qu'il dit souvent des choses, il négocie très bien en amenant les choses les pires sur la table, pour à ce moment-là revenir en arrière, pas sur tout, mais revenir en arrière quand même on dit que c'est le roi du deal, c'est plus dans cet esprit-là, on n'est pas dans une négociation, ou en tout cas on est plus dans une négociation de marchand de tapis, si j'ose dire. C'est pas gentil pour lui sur le côté tapis, mais en tous les cas de négociateur du monde de l'entreprise. Il sait qu'il dit des choses, il sait qu'il a la force des États-Unis. Il ne doit pas dire America First pour qu'on sache de toute façon qu'Américain est pour le moment first. Pas surtout, mais sur l'économique et le financier. Évidemment, il y a des acteurs très forts comme la Chine qui émergent, mais néanmoins il reste au commande d'une industrie forte, d'une économie forte et d'une économie aussi qui a attiré beaucoup d'étrangers. Vous avez vu que même sous Biden, l'IRA par exemple, Inflation Reduction Act, il n'y a pas beaucoup d'inflation dans ce qui est fait derrière, c'est plutôt une manière d'attirer des investissements étrangers, européens notamment, de belles entreprises aux États-Unis. Mais est-ce que justement la logique protectionniste qu'il annonce, est-ce qu'elle est risquée pour les États-Unis ? Mais de toute façon, le protectionnisme, il faut voir comment on peut négocier ce protectionnisme. Vous voyez, si on prend le secteur automobile, clairement, eux, ils sont beaucoup plus agressifs que ne le sont les Européens. Mais vous avez vu aussi ce que Trump fait. Il annonce déjà 60%, je doute qu'il puisse arriver aux 60%, parce qu'il va y avoir évidemment des mesures de rétorsion du côté chinois. Donc je pense qu'il annonce d'abord que le déficit commercial américain est beaucoup trop grand, que ses prédécesseurs, il y a été un président. Et que lui va lutter pour... Il va lutter. Et vous avez vu, je pense qu'il a été aussi élu, même par des gens qui n'aiment peut-être pas sa personnalité, parce que non seulement il dit America First, ça c'est au niveau macroéconomique pour les États-Unis, mais je pense que tous les présidents avant ont toujours mis cet élément en avant, mais lui... Dans la campagne ici, il a surtout été sur la prospérité de l'Américain au niveau de sa richesse produite et aussi de sa richesse taxable. Et donc c'est sûr que ça attire beaucoup de gens qui travaillent aux États-Unis, avec une idée d'ailleurs un peu plus libérale en tête qu'on l'a en Europe et moins sociale. Lui, il dit
il faut favoriser les gens qui ont de l'audace, qui travaillent, et donc forcément qui mettent aussi de l'argent de côté, et souvent dans les marchés boursiers américains avec des fonds de pension qui, eux, aux États-Unis, ne sont pas sur le système de répartition, mais de la capitalisation, c'est-à-dire l'argent est placé et sur les marchés financiers. Donc tout ça améliore le discours au niveau de gens qui regardent juste leur intérêt propre et qui peut-être, et c'est ce que me disaient des amis de la Kennedy School à Harvard, qui, eux, suivent les sondages chaque année, forcément, puisqu'ils les produisent, de l'élection américaine, ils étaient sur le volet, regardez, on pensait que ça allait être serré, mais au bout du compte, ça ne l'était pas. Et j'ai un ami, James Stock, qui me disait, qui est un économètre, qui lui est vraiment sur le sujet de faire les choses de façon robuste dans les sondages, il me dit, on ne s'est pas trompé, c'est les gens nous ont dit des choses qu'ils n'ont pas faites dans l'urne, parce que justement, ils avaient un intérêt propre, mais ça les gênait de dire qu'ils votaient pour Donald Trump. Donc, vous voyez, il manie bien ça, hein, c'est l'intérêt collectif des Américains, ça, tous les Américains s'y associent. Avec une lame de fond derrière, et, tout à fait. Mais par contre, c'est ça aussi, parce que vous m'avez posé la question sur le plan de ces tarifs, je pense que le but, ce n'est pas de déstabiliser le monde au détriment des Américains, c'est plutôt d'essayer d'avoir encore des avantages comparatifs plus forts pour les Américains, mais en sachant qu'il va devoir négocier. Est-ce que l'Europe, dans ce contexte-là, qui va quand même être un chamboulement, malgré tout, même s'il y a une certaine continuité par rapport même à l'époque Biden, hein, mais est-ce qu'en Europe, on se réveille assez par rapport à ce basculement du monde? Mais je vais rester par rapport à ça, parce que c'est facile quand on n'est pas concerné et qu'on n'est pas autour des tables, j'entends politique, de dire ce qu'il faut faire dans l'un ou l'autre domaine. Mais ce que je crois, ce qui nous fragilise depuis toujours, c'est notre désunion dans l'union. C'est de dire, on est un peu tous pour un et chacun pour soi quand il s'agit de signer des accords. Regardez même au niveau des grandes entreprises américaines, on est tous d'accord qu'il faudrait taxer les GAFA. C'est une manière, à mon avis, pas proactif, mais réactif, parce qu'on voit bien qu'évidemment, ils prennent une grosse part du gâteau. Mais de l'autre côté, quand il s'agit de créer des emplois et qu'ils viennent négocier ces grandes entreprises en allant une fois à Madrid, une fois à Amsterdam et une fois à Bruxelles, et pas Bruxelles pour l'Europe, Bruxelles pour la Belgique, quand il s'agit de créer des emplois, on est tous prêts à faire du dumping entre nous. Parce qu'on veut évidemment ces emplois, on voudrait qu'elles investissent chez nous, et des gros montants souvent. Et donc, clairement, on joue parfois l'unicité, et une fois qu'on est sur la table des résultats nationaux, on rejoue notre carte égoïste et à ce moment-là, on se crée nous-mêmes. Allez, quelque chose qui me fait vraiment de la peine aujourd'hui, parce que je suis un Européen convaincu et je trouve que l'Europe nous a apporté beaucoup de choses. Je ne parle pas que la zone euro, je ne parle pas que l'Union européenne au sens économique, mais de manière générale. Oui, absolument. Donc c'est quelque chose pour moi qui est important. Et je vois encore ça en certains pays, même dans le mien parfois, en Belgique, des gens qui me disent, bon, en France, maintenant, ils font un peu moins le malin, ils vont un peu moins bien au niveau économique. Oui. Moi, ça m'attriste, parce qu'on ne doit pas se comparer comme ça. Quelqu'un qui va mal, un acteur de taille, comme l'Allemagne, par exemple, à certains moments, ou la France, de toute façon, c'est pas bon pour l'ensemble. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est beaucoup plus union. Regardez dans le Brexit, on s'est vraiment unis. Moi, je me souviens, le premier tableau, le premier graphique qu'avait montré Michel Barnier, il regardait en disant, ben voilà, si les Anglais ne font pas ça, ils finiront à être à peu près au niveau de nos relations avec la Turquie. Eh bien, si vous regardez, on s'est vraiment unis, clairement, là, les Européens, et on a vraiment très bien négocié. Les Anglais ne s'attendaient pas à je vais dire, une telle unicité dans la manière et dans les démarches. Et ce qui fragilise aujourd'hui l'Europe, c'est la dette. Alors, il y a le manque de croissance, en tout cas une croissance qui est trop faible, mais en même temps, notre endettement, nos déficits, et on voit qu'il y a des pays, la Belgique en l'occurrence, mais la France, où on ne parvient pas à venir à bout de cette difficulté. Mais il y a trois choses. Il y a d'abord l'endettement général dans le monde, que ce soit depuis la Chine jusqu'aux États-Unis. Le Covid en a remis une couche très importante. Cette crise, c'était quand même, on a eu besoin de sauver. Et là, de nouveau, sauver, vous avez vu que ça ne se décline pas de la même manière aux États-Unis, en Europe et en Chine, et même dans les pays européens aussi. Et donc, c'est clair que l'endettement, il était déjà important. Il a encore été plus fort après. Et dans certains pays qui m'ont beaucoup aidé, ça a été très difficile d'arrêter l'aide, parce que la population s'est habituée à ça. Et donc, en Europe, on voit d'ailleurs qu'il y a toujours, comme on appelle les pays frigos, et les pays beaucoup plus dépensiers. Mais aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on a mis des nouvelles règles sur le pacte de stabilité. Ouais. La France a été beaucoup négociée avec l'Allemagne, c'est quand même les deux plus grands pays, pour demander quand même un assouplissement dans la manière de présenter le fameux retour aux 60% sur lequel plus personne ne croit. Mais c'est au moins un cap qu'on a gardé, et les 3% de déficit. Mais on voit pour le moment, donc d'abord au niveau du pacte de stabilité, ce qui était essentiellement changé, c'est qu'avant on regardait l'évolution du déficit, là ils ont demandé à ce qu'on regarde surtout les dépenses, parce que le déficit peut être lié à des politiques différentes, à des crises spécifiques. Donc ok, les Allemands ont dit oui. Deuxième chose, ils ont demandé à ce qu'il y ait une période de 4 ans, et éventuellement, si on n'arrive pas et qu'on peut le justifier, 7 ans. Et surtout, le point le plus important, c'est que ce n'est plus l'Europe qui impose aux pays
un plan de convergence, c'est le pays qui le propose lui-même. Or, aujourd'hui, moi je vois, et l'absence de gouvernement en France et la complexité avec la dissolution qu'a provoqué Emmanuel Macron, fait que c'est un pays qui est très difficile à organiser même un plan de convergence. Or, c'est un grand pays. Il y a 7 pays pour le monde. C'est le cas en Belgique aussi, c'est mais clair, quelque part, on est moins... mais ça ne veut pas dire pour ça que c'est mieux ou moins bien. Je dis simplement qu'avoir un pays de cette taille qui aujourd'hui va peut-être montrer, je l'espère enfin, qu'il converge sur ce qu'il propose, alors qu'il n'a fait que diverger depuis le Covid. Et en tous les cas, maintenant, vous n'oubliez pas, 3%, on est à 6,2%. 6,3 diront certains, 6,1 ça ne change pas grand-chose de déficit. Et certains du gouvernement, voyant qu'ils ne savent pas encore toucher aux dépenses, pensent même qu'on va monter un peu plus haut en expliquant ça convenablement à l'international pour mieux redescendre après. Mais pour d'autres pays, par exemple comme l'Italie, c'est juste inacceptable. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que dit l'Italien ? J'entends le gouvernement italien. Il dit moi je veux bien faire un effort, c'est ce qui a été proposé. Je vais donc faire un plan de convergence. Peut-être que je n'y arriverai pas au bout des 7 ans, mais au moins je vais faire ce qui est nécessaire. Mais je ne vois pas maintenant, si la France continue à diverger, pourquoi j'imposerais à ma population italienne des mesures qui font forcément un peu mal, même si on essaye de faire entre guillemets mal à personne et toucher effectivement les gens, comme on dit souvent, qui ont les épaules les plus larges. Néanmoins, au bout du compte, le faire dans un pays alors qu'il y en a un autre qui, entre guillemets, s'assoit dessus, ça n'a pas de sens. Et d'autant plus quand il est à l'origine du changement du système de fonctionnement du pacte de stabilité. Est-ce qu'on risque une crise de la dette ? Quelque part, on s'est un peu habitué à se dire, OK, le quoi qu'il en coûte, il y a eu des périodes difficiles, on pouvait soutenir les entreprises, les citoyens, etc. Est-ce qu'à un moment, ça se termine ? Et est-ce qu'il y a un moment où les marchés / l'Europe pourraient dire fin de la récréation ? Mais en tous les cas, vous avez vu qu'avant, ce qui a permis, je vais dire à tous les pays, d'avoir un déficit qui croissait et une dette forcément par le déficit qui augmentait aussi, c'est que la Banque centrale, par le quantitative easing, par exemple, pendant la dette Covid, a racheté, je parle en Europe, l'intégralité de la dette qui a été réémise. Donc, c'est non seulement la dette qui arrive à échéance, elle la rachetait, mais même la dette supplémentaire, elle la prenait également. Donc, on ne demandait pas aux marchés financiers, finalement, d'agir. C'est parce que la période était exceptionnelle et qu'on jugeait que c'est comme ça qu'on pouvait faire. Maintenant, plus vraiment le cas. C'est-à-dire que vous voyez que la Banque centrale essaye de rétropédaler, c'était l'objectif, et donc il va falloir faire appel au marché. Et donc quand on fait appel au marché, il y a d'abord, je vais dire, le marché au niveau des institutionnels, où là les banques souscrivent bien entendu, mais il y a aussi le particulier, vous voyez, les bons d'État par exemple en Belgique, aujourd'hui, même en direct, les États essayent de trouver des gens qui sont derrière cette dette. Et donc clairement, il faut faire d'autant plus attention aujourd'hui à ce que cette dette reste pas seulement soutenable, mais soit quand même gérée avec une perspective d'un remboursement évident, parce que c'est ça soutenable, mais avec une possibilité aussi que même si les taux d'intérêt montaient pour quelque raison que ce soit, on ne soit pas dans une catastrophe, notamment ce qu'on appelait avant l'effet boule de neige, où la charge d'intérêt est telle, vu la taille de la dette, que finalement on lève des impôts, non pas pour les choses essentielles de l'État, mais pour accroître encore le déficit, pour payer les intérêts de cette dette. Et donc, clairement, aujourd'hui, je pense qu'on a atteint des limites où il faut qu'on fasse très attention, parce que d'abord, il y a certains pays en Europe qui ne sont pas sur la même longueur d'onde et qui n'ont pas les mêmes besoins, et qui sont, eux, dans des positions où ils ont un confort budgétaire que les autres n'ont pas, et d'autres qui, pour le moment, se fragilisent de par la situation. Mais ça pourrait se manifester comment, à un moment c'est simplement, vous voyez bien d'ailleurs que les agences de notation en France sont quand même relativement accommodantes. Et il ne faut pas non plus exagérer. Toute la dette française ne doit pas être réémise dans l'année, heureusement d'ailleurs pour eux, et les taux d'intérêt ne sont pas encore à des niveaux excessifs. Et la France obtient quand même, Moody's l'a rétrogradé à AA3 par rapport au AA2. Je vous mets une note en termes de, comme un peu un professeur, ça correspond à 18 sur 20, ils sont passés à 16 sur 20. Donc il y a quand même aujourd'hui toujours une crédibilité derrière la dette française. Ce qui inquiète, c'est la manière dont la France va converger vers des indicateurs beaucoup plus positifs dans la gestion de cette dette publique, de sa dette publique et surtout de son déficit, parce que c'est le déficit qui vient évidemment accroître la dette. Et c'est là qu'on voit que pour le moment, sans gouvernement, c'est pénible. Et je vais encore vous raconter quelque chose là, sur un plateau de télévision français, où on me disait, finalement, pour éviter des dépenses qui continuent et incontrôlables, est-ce que ce ne serait pas bien de passer, comme la Belgique quand elle a eu 500 jours sans gouvernement, au 12e provisoire ? Et je réponds tout de suite à mes interlocuteurs, c'était déjà triste pour la Belgique, on n'a pas fait exprès de tenir 500 jours. C'est sûr qu'il y a des dépenses qu'on n'a pas faites, mais on n'a pas conduit non plus de politique pendant ce temps-là. Et donc, un pays comme la France, avec le conflit en Ukraine, qui est la seule d'ailleurs puissance nucléaire en Europe. La France, avec le fait qu'elle va devoir négocier
autre chose qu'uniquement son déficit avec ses acteurs et ses partenaires, qu'elle a un point important à travers le monde. Elle ne peut pas dire, pour des raisons simplement de confort budgétaire sur les dépenses qui sont bloquées, on préfère ne pas avoir de gouvernement. Il faut un gouvernement de plein exercice en France, et donc il faut faire attention. Et d'autant qu'il y a des réformes à mener oui, par rapport aux enjeux, bien sûr. Enfin, que ce soit climatique, et je répète, vieillissement... au sein d'un pays, que ce soit 500 jours en Belgique ou 500 jours en France, c'est triste pour le pays. Mais au niveau international, la France aujourd'hui dans l'Europe, c'est le deuxième pays de la zone euro, ne peut pas avoir une politique économique ou une politique extérieure ou une politique même en termes de défense qui soit menée par un gouvernement qui n'a pas l'autorité. Et en même temps, on doit embrasser des défis, on le dit, vieillissement, décarbonation de la société, évidemment compétitivité. Absolument. Au niveau européen, on a eu 2 rapports qui étaient importants d'anciens premiers ministres italiens, Enrico Letta et Mario Draghi, qui trace la voie, en fait, en termes d'union des capitaux, pacte de compétitivité, renforcement de la gouvernance économique. En fait, le cap, il est tracé, non ? Oui, et je trouve d'ailleurs que Mario Draghi est resté tout à fait dans son rôle. Donc, il a été commandité par la Commission européenne pour faire un état des lieux. Et il s'est bien gardé de faire de la politique. Il a expliqué à certains moments ce qui était l'état de la situation, avec beaucoup de chiffres, beaucoup de rigueur dans les chiffres qu'il a obtenus forcément, puisqu'il était mandaté par la Commission pour avoir des sources fiables. Et il arrive à un constat où il dit, voilà, si on veut, et c'est un choix politique, et ça c'est l'Europe qui le fera ou pas, développer la transition écologique, on est tous d'accord qu'il faut faire quelque chose, mais jusqu'où on met le curseur. 2, on a un problème de défense, et on a un problème qu'on va devoir d'ailleurs adresser avec nos amis américains, je les considère quand même encore pour nos amis, au sein de l'OTAN. Donc clairement, tous les présidents des États-Unis nous ont dit, tous, y compris celui qui n'a pas été élu. Davantage. Oui, mais regardez d'abord sur l'OTAN, ils ont quand même tous dit, même celui qui a gagné, même celui qui a perdu, écoutez, on a un accord entre nous, vous êtes censés financer cet accord au sein de l'OTAN et vous ne payez pas votre facture. Oui, déjà. Alors, tous nous l'ont répété des tas de fois. Aujourd'hui, on a un conflit chez nous, où ils participent d'ailleurs très activement. Vous avez vu que Zelensky souhaite d'ailleurs avoir encore l'aide de Trump, comme il a pu avoir celle de Biden. Et on a de l'autre côté des Européens qui se rendent compte que pour le moment, quand ils doivent acheter du matériel de guerre, d'abord, ils n'en produisent pas assez pour eux, pour faire face éventuellement. Je ne parle pas au niveau atomique, je parle pas dans la guerre traditionnelle. Et souvent, ils doivent l'acheter aux Américains qui, eux, en ont et qui en produisent d'ailleurs. Donc aujourd'hui, vous pourriez même dire, ça sert l'intérêt américain, puisque à peu près, c'est l'ordre de grandeur, pour 100 milliards qui est éventuellement dépensé par l'Europe, pour les Ukrainiens, 68 milliards est acheté aux Américains. Donc si la guerre continue, on finira par dire, alors que ce n'est pas nécessairement le cas, d'un point de vue politique, les Américains avaient intérêt à ce que ça dure le plus longtemps possible, puisque quand on a besoin de donner quelque chose aux Ukrainiens, je parle de matériel, on est presque obligé, sauf quand on en a comme nos F-16 qu'on leur donne, quand on doit vraiment avoir du nouveau matériel, on doit aller chercher les États-Unis pour 68% de nos dépenses. Or, et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'aujourd'hui, avec Trump qui va arriver au pouvoir, lui, il a tendance à dire, si vous payez vos cotisations à l'OTAN, ce serait déjà une bonne chose. Si vous voulez maintenant plus, et que vous voulez même avoir l'autorité, non pas sur l'OTAN, mais sur ce que vous voulez faire, c'est un conflit chez vous, réarmez-vous. Et là, les conséquences, alors, on vient le plan Draghi, si on veut le faire convenablement, à côté de la transition écologique, c'est encore un paquet de milliards. Et il l'a fait dans l'ordre, à mon avis, il faut mobiliser les capitaux. Mais regardez, il l'a fait dans un ordre intelligent. Il a d'abord remis la transition écologique sur laquelle on est d'accord. On est tous plus ou moins d'accord qu'il faudra faire quelque chose, peut-être en payant une facture et en négociant avec Trump au niveau de l'OTAN pour la défense. Et puis, il reste le reste. Et le reste, c'est la technologie, c'est le développement, l'innovation, enfin, tout ce qui est important à l'économie pour rivaliser au niveau mondial. Et là, quand il fait la somme de tout, il dit que ça fait 800 milliards annuels, 5% du PIB, c'est-à-dire énormément. Et énormément pour certains pays qui, eux, n'ont pas nécessairement les moyens. Alors, on peut faire un marché des capitaux, c'est d'ailleurs l'objectif. Ça aussi, c'est un élément, une union des capitaux en Europe pour que les capitaux européens, plutôt que de les servir ailleurs, soient utilisés en Europe. Mais regardons quand même un point essentiel, c'est que avant même de mobiliser les capitaux, il faut se rendre compte, est-ce qu'on a les moyens, parce que ce sera quand même beaucoup d'argent public aussi au départ, de pouvoir faire tout de front, tout en sachant que sur certains éléments, on peut avoir une discussion. Sur la transition écologique, vous voyez bien d'ailleurs, alors que tout le monde est d'accord, l'intensité qui sont données par les autres zones géographiques n'est pas de la même ampleur. Ne me dites pas que je suis climato-sceptique, je suis juste en train de dresser l'état des lieux. Pas du tout. Je vis dans mes Ardennes, j'ai pas envie qu'elles soient plus polluées qu'ailleurs. Donc, non. Mais je dis c'est un point. Le deuxième sur la défense, on a toujours le choix de dire où on joue le jeu
avec les Américains, pas parce qu'on est pro-américain, pour essayer que ça nous coûte peut-être moins, mais qu'on paye notre cotisation et qu'on voit ce qu'on met à côté, ou bien on préfère faire non, c'est plus notre vision, on va se réarmer tous, mais c'est des dépenses militaires. Alors vous allez me dire, ça fait retourner l'économie. Oui, mais je préférais quand même que ça aille ailleurs que dans des armes, si on peut l'éviter. Et que par ailleurs, il y a beaucoup de... Et vous m'avez compris, mais surtout qu'on mette beaucoup plus de moyens sur le reste. Vraiment, le défi économique, l'intelligence artificielle, et pas que. Exactement, sachant qu'il y a des acteurs qui doivent se dire entreprises, épaules les plus larges, comme vous avez dit, voire même classe moyenne, qui sont en train de se demander à quelle sauce ils vont être mangés. Et vous venez sur un point qui pour moi est fondamental, c'est tout ce qui est entrepreneuriat, parce que c'est quand même sur ces gens-là qu'aujourd'hui on prélève pour pouvoir assurer le bien-être collectif de la société. Et donc aujourd'hui, dans notre pays en particulier, aussi, c'est vrai que ces épaules larges, elles estiment qu'elles ont déjà beaucoup contribué. Et je prends depuis l'indépendant, la petite société, la moyenne et même parfois la grande. On sait que les sociétés multinationales ont plus... je vais dire, de possibilités, au moins à éluder ne veut pas dire frauder l'impôt. Elles le font dans le scénario international comme dans d'autres zones du monde. Mais si on prend les entreprises belges, même qui exportent un peu et qui sont l'essentiel du tissu, et en Wallonie et en Flandre, et même à Bruxelles, même si on a des sociétés internationales dont on peut être fier, je parle vraiment international, celles-là, elles estiment que pour le moment, étant donné les crises aussi qui sont passées par là, elles ont été aidées, c'est vrai, mais elles doivent faire face à des investissements importants. Et celui qui est derrière doit mettre des fonds à risque, forcément, plus de fonds propres que de dettes. Jamais vu d'entreprise qui tombait en faillite parce qu'elle était trop capitalisée. J'en ai eu beaucoup parce qu'elle était trop endettée. Et donc tous ces gens doivent mobiliser des moyens avec l'incertitude qu'il y a derrière de leur projet et doivent aussi mobiliser beaucoup de forces de travail où il y a eu quand même, et en Belgique j'entends, des indexations assez fortes et qui sont un coût donc important. Le personnel, je n'ai pas dit que c'était mal, je dis juste que c'est des faits. Et donc aujourd'hui, ces gens, effectivement, il y en a toute une série qui estiment qu'ils ont déjà beaucoup payé, qui doivent encore payer et qui se demandent s'ils vont encore payer. Regardez en France. Et que ça peut ralentir les projets, ça peut mener à des restructurations. Pour vous dire, à un moment donné, j'étais dans une réunion à Paris et il y a quelqu'un qui dit... dans l'effort qu'on va demander aux PME, aux classes moyennes, comme on les appelle en France, de façon générale, c'est un peu plus que les PME, donc je devrais dire plutôt classe moyenne, on va demander un effort de 2 milliards. Vous voyez, à l'échelle de la France, ce n'est pas énorme. Et ma question a été, vous allez le prendre à qui ? Parce que c'est eux qui contribuent généralement pour les autres. Et alors là, ça a été, vous voyez, en disant, il faudrait peut-être faire des économies au niveau de l'État. Ce qu'on essaye aussi de chercher aussi à faire en Belgique. Mais il faut faire des économies, évidemment, où c'est rationnellement intelligent de les faire et où, finalement, il y a un problème, et où il y a des problèmes. Ça pose quand même la question à un moment aussi de... alors on sait qu'il faut soutenir notre État social qui est précieux, mais qui n'a pas d'équivalent dans le monde, sans doute, et qui, à un moment, dérape. Oui, et il ne faut pas non plus que vous priviez de la motivation de continuer à alimenter ce système tous ceux qui ont déjà fait beaucoup d'efforts et qui en font encore beaucoup, à la fois sur le plan pécunier et aussi, regardez, dans beaucoup de PME, moi je connais des gens, les 35 heures, ils n'ont jamais travaillé 35 heures, si peut-être en 2 jours, sachant qu'ils travaillent les autres jours aussi. Donc tous ces gens-là, on estime qu'on a déjà beaucoup été, et sur leurs revenus, et sur les capitaux qui finissent par accumuler. Et les capitaux, ce n'est pas le grand capital. Si vous regardez en France, moi je me souviens d'avoir parlé à l'époque avec Emmanuel Macron de ce point spécifique, au moment des Gilets jaunes, je lui disais quand même, puisqu'il me posait la question, et humblement, je le disais juste au niveau réflexion, prends un bon expert comptable, prends toute une série de gens dans la rue qui ne sont pas les extrêmes, pas ceux qui cassent, pas ceux qui s'y, mais qui viennent dire, moi, ça fait depuis la crise de 2008 et depuis des années que je vois une croissance légèrement positive en termes réels de la France, et moi, quand je regarde mon net dans ma poche, j'ai toujours un peu moins. Donc, à qui va cette croissance réelle? Jamais chez moi. Donc, je vais dans la rue en disant « je ne suis pas content ». Vous voyez, c'est ce genre d'équilibre que vous fragilisez quand à un moment donné, toute une série de gens estiment qu'ils font déjà beaucoup d'efforts, mais que leurs efforts et tous leurs moyens qu'ils mettent ne le sont pas. Il y a un moment donné, c'est pour ça qu'ici, ça va être là qu'il va falloir être courageux. Je parle pour les hommes politiques, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, mais pour trouver un accord maintenant, que ce soit en Belgique ou ailleurs, dans les pays en tous les cas où ces efforts seront nécessaires, c'est d'expliquer effectivement qu'il faut avoir quand même
un équilibre entre ceux qui font les efforts pour contribuer au bien-être de la population, le leur bien entendu, mais aussi à celui des autres, et ceux qui reçoivent et qui eux aussi doivent faire un effort pour éviter qu'à un moment donné le système casse. Et c'est pareil pour les dépenses de l'État. Je ne dis pas que toutes les dépenses, loin de moi l'idée de dire ça, sont à remettre, et notamment quand elles aient les plus faibles, mais il faut quand même optimiser pour voir s'il n'y a pas parfois des doublons, si, comme on dit, le millefeuille institutionnel ne finit pas par coûter très cher parce qu'il y a des organismes qui font la même chose. Donc c'est optimiser. Maintenant, dire est-ce qu'on va faire des pertes d'emploi? Personne ne dit ça. On peut réaffecter certains fonctionnaires à faire d'autres choses. Quand je dis ça, c'est pas en Belgique, c'est général. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est avec des mesures pareilles qu'on arrivera à tenir. Parce qu'aux États-Unis, ils partent avec un coup d'avance que je ne leur envie pas, parce qu'effectivement, dès le départ, ils ont décidé d'être beaucoup plus bruts. Alors, est-ce que ça donne des résultats économiques? La réponse est oui, mais enfin, ils ont d'autres problèmes qu'ils doivent encore adresser, que ce soit au niveau des soins de santé et du reste. Et vous avez vu, même l'Obamacare a été remis en cause, donc c'est compliqué. Le résultat, là-dessus, est mitigé. Par contre, de notre côté, je crois qu'on doit vraiment regarder ce qui est payable. C'est comme quand on dit la transition écologique. Est-ce qu'on sait se la payer seul? Seul, j'entends, européen par rapport au reste du monde, en termes de perte de compétitivité. De là à dire, vous dites donc qu'il ne faut rien faire, je n'ai pas dit ça. De l'autre côté, au niveau militaire, est-ce que pour le moment, c'est notre priorité? On a le problème en Ukraine, c'est vrai, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver quelque chose qui soit plus rationnellement plus solide? Est-ce que je suis un investisseur aujourd'hui? Est-ce que c'est une période de prise de risque? Est-ce que c'est une période d'opportunité? Parce que tout ce dont on parle, c'est quand même des chantiers gigantesques qui, quelque part, prescrivent l'avenir. Mais oui, mais ce qui est essentiel aussi, et c'est ça qui est important, dans un monde où il y a des incertitudes, qu'elles, on ne saura pas évacuer, donner une stabilité à ceux qui vont faire des efforts d'investissement, d'abord eux-mêmes en termes de capital, j'entends humain, et puis surtout qui vont mettre de l'argent à disposition de leur entreprise. Mais je vous dis, pas de l'argent qui prêtent, de l'argent qu'ils mettent vraiment à disposition, avec le risque que, si je m'excuse, ça ne marche pas, ils perdent la totalité. C'est quand même un courage supplémentaire, puisque dans ces cas-là, si ça marche effectivement, et c'est leur objectif, ils y trouveront un excès de rendement, on peut dire comme ça, par rapport à quelqu'un qui n'en prend pas de risque, mais il y a aussi le risque, et ça on l'oublie souvent, que dans les 5-10 années... Il y a pas mal de cas pour le moment, quand on voit les nouvelles énergies... Bien sûr. Il y a des foyers où on investit sans trop savoir. Et vous voyez, un élément important, c'est que quand vous venez sur le côté investissement, si vous regardez aux États-Unis, qu'est-ce qui fait aussi une différence? C'est que les gens prennent beaucoup plus de risques, je parle en termes de fonds propres qu'ils mettent à disposition de leur entreprise, alors que chez nous, on a plutôt tendance à demander de l'argent public parfois, et c'est bien qu'il y ait toute une série d'organismes qui aident à des entreprises à se développer, mais on n'a pas cette culture en termes de fonds propres mis à disposition, et donc il faut faire très attention au niveau de nos investissements. Et deuxième chose, les États-Unis favorisent beaucoup, quand l'État intervient, de promouvoir des investissements qui viennent du privé, en donnant parfois certains avantages, entre guillemets. Biden l'a fait. Pourtant, il critiquait Trump avant, et je vais même dire qu'il a remis beaucoup d'argent, d'où le déficit important des États-Unis aussi, et la croissance de la dette américaine, parce qu'il ne faut pas sous-estimer non plus qu'ils se sont fort endettés, mais la contrepartie de leur endettement, et c'est pour ça que je pense que le dollar reste fort, et que je pense que l'économie américaine supporte cet endettement plus facile que nous, il est souvent mis dans des investissements productifs. Et ça, c'est plus important. Nous, c'est souvent de la dépense sociale. Vous voyez, un peu un exemple. Si vous faites... et même quand c'est un vrai investissement, imaginez que vous fassiez un rond-point, je cite souvent cet exemple-là, et que vous mettiez une œuvre d'art au milieu. Ne me dites pas que je n'aime pas l'art, je vous dis tout de suite à l'avant toute une série de choses, je ne vais pas qu'on pense ça. Mais quand on fait ça, d'abord, est-ce que ça fluidifie plus le trafic? Si vous regardez l'œuvre d'art, à mon avis, un peu moins. Est-ce que c'est un investissement? Oui, mais est-ce que ça crée, au niveau des gens qui vont participer dans leur mobilité à l'économie, un avantage? Je pense que non. Et donc, quand on fait ce genre de choses, c'est vrai qu'au moment où on fait la dépense, l'État, j'entends, ou la région, ou qui le fait, c'est sûr qu'il y a bien des gens qui vont travailler, mais est-ce qu'on peut le recommencer après? La réponse est non, puisque ça n'a pas amélioré, il n'y a pas de retour économique. Tandis qu'aux États-Unis, ce qu'on essaye de faire, et il n'y a pas qu'aux États-Unis, si je cet exemple-là, on essaye plutôt d'avoir des travaux d'infrastructure pour améliorer la fluidité du trafic, augmenter alors la productivité de ceux qui sont sur les routes, et ça me paraît plus malin. Et en même temps, il y a un phénomène, j'allais dire, un peu extraordinaire, ce sont les crypto-monnaies qui sont devenues un peu une valeur refuge. On situe ça où dans ce contexte-là? Trump les soutient fortement. Oui, et pas que lui, et son ami aussi, Elon Musk. Vous voyez, c'est très difficile d'expliquer, même à mes étudiants qui suivent des cours de gestion de portefeuille, qui sont sur la gestion d'actifs, bien sûr. Heureusement, ils peuvent être passionnés en comprenant bien le système. Alors, toute la blockchain, ils ont des cours là-dessus également, je parle vraiment des aspects techniques, et donc la blockchain, donc la sécurisation de la chaîne, depuis le moment où on a créé un bitcoin, et sa traçabilité,
volatilité. C'est d'ailleurs pour ça que sont rémunérés ce qu'on appelle des mineurs, des gens qui, depuis le début de l'origine de cette crypto-monnaie, le Bitcoin, ont amélioré, je vais dire, la sécurité de la blockchain, donc de la crypto-monnaie derrière, donc la manière dont on suit et la manière dont le système est fiable. Donc ça, c'est très très bien. Au bout du compte, on arrive presque au terme, parce que c'est capé en plus l'émission de Bitcoin. Il y aura 21 millions de Bitcoin émis. Donc ce n'est pas beaucoup à l'échelle mondiale. Et qu'est-ce que vous avez derrière? Le système ayant été bien fait. Au début, c'était beaucoup plus facile de gagner à améliorer la sécurité que le système venait de naître. Donc vous receviez beaucoup de Bitcoin qui valaient peu. Avec le temps, le système étant, je vous dis, très bien fait, mais il fallait que les gens continuent à essayer de trouver des failles dans la blockchain, hein, pour faire simple, et donc il fallait les rémunérer d'autant plus que les efforts étaient importants et qu'ils en recevaient moins de Bitcoin. Mais tout ça était bien organisé par le fondateur. Je ne sais pas s'il avait déjà dans l'idée qu'il y aurait un tel engouement, mais par contre aujourd'hui, ce que je suis convaincu, c'est que cet effet rareté, par la popularité de ce que beaucoup de gens ont gagné, non pas sur une valorisation objective d'un actif. Moi, si vous me définissez ce qu'il y a derrière un Bitcoin, je ne sais pas vous le dire. Vous êtes plus dur que moi. Mais en tous les cas, moi, je ne sais pas vous le dire et je ne sais pas le valoriser avec des techniques traditionnelles ou autres. Donc, clairement, cet engouement a créé, évidemment, des très riches très vite. Et mieux que d'aller au casino, j'ai des étudiants à moi qui me disent, mais de toute façon, ça ne change rien. Je n'en mets qu'un à 2%. J'ai mieux de les pertes si jamais c'est une catastrophe, parce qu'ils sont quand même érudits. Mais néanmoins, ça continue à monter. Pour moi, ça me donne du pep, surtout que j'ai mon voisin qui, lui, en avait acheté un peu après l'origine, qui, lui, est devenu vraiment riche en très peu de temps. Et donc, je pense que ce phénomène joue sur un effet marketing très, très bien organisé par ceux qui ont pu réussir et qui voudraient que ça continue à monter à des niveaux incroyables. Mais je vous dis, ça peut se retourner très vite. Et une chose aussi sur laquelle j'attire votre attention, c'est quand ça va bien, donc quand les marchés vont bien, le Bitcoin monte encore plus vite que les marchés. Or, beaucoup de gens avaient dit c'est un anti-système, le Bitcoin, il n'est pas corrélé avec les autres actifs, pour dire simple, il ne va pas évoluer comme les autres actifs. Quand il y aura une chute des actifs traditionnels, le Bitcoin progressera. Si vous regardez chaque fois qu'il y a une crise de la dette ou crise des marchés boursiers, il baisse plus que les autres. Donc, c'est quelque chose qui est un peu fonction du mood, des sentiments des gens. Et quand ils prennent des risques, il y en a qui sont encore plus prêts à en prendre parce qu'ils se disent les montants que je vais gagner sont... Enfin, regardez un petit peu les possibilités de faire du 10 000% parfois sur un an. Vous ne les trouvez que sur ce type d'actifs. Hein. Je veux dire, c'est très très rare. Hein. Donc, mais vous pouvez aussi avoir des pertes colossales. Hein. Et donc voilà, le Bitcoin, clairement aujourd'hui, c'est sûrement quelque chose qui doit être réservé à des professionnels qui savent bien la prise de risque, qui prennent et surtout qui savent la proportion qu'ils en mettent par rapport à leurs autres actifs et qui croient à cette éventuelle loterie qui n'en finirait jamais d'alimenter la richesse des gens qui sont derrière. Roland Ginet, merci beaucoup. Vous êtes professeur d'économie financière à la Sorbonne à Paris singulièrement, à l'ULB Solvay également. On voit que cette année va être passionnante. Merci de l'avoir parcourue, enfin l'année qui est passée et celle qui arrive. On aura l'occasion de vous réinviter souvent parce que cette économie et ce monde en changement vont nous réserver bien des surprises. Merci à tous d'avoir suivi cette édition du Trend Talk et à la semaine prochaine.